Tout Congolais épris de paix, tout Congolais aimant son pays, l'intégrité de son territoire, ne peut que dire oui et bravo à Fathi pour cet accord. Mais tout Congolais sensé, tout Congolais réaliste, tout Congolais qui a les pieds sur terre, a droit de se poser des questions sur la précipitation avec laquelle tout ceci fonctionne et qui gagne quoi dans cet accord. Duplicité? Peut-être. Bienvenue. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Alors effectivement, aujourd'hui est une étape importante puisque, vous l'avez dit, les représentants de la RDC et du Rwanda se retrouvaient à Washington pour présenter en fait leur vision du projet de paix final. Donc chacun présentait un avant-projet. Ça fait suite, évidemment, la signature de la déclaration de principe, vous savez, la semaine dernière, qui avait été donc signée à Washington avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour tenter mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies. Donc il était question du respect des frontières entre les deux pays, de la lutte contre les groupes armés, la stabilité et la sécurité dans la région, c'est très important pour les Américains, d'autant plus que ce qui intéresse surtout, ce qui motive l'administration américaine actuellement, ce sont surtout les accords bilatéraux qui sont en train d'être discutés sur les minerais critiques, vous savez, des ressources importantes pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est dans l'esprit de cette administration Trump à négocier ce genre d'accords sur les minéraux, sur les ressources naturelles. Et donc, il y a des négociations entre d'un côté Washington et Kinshasa, puis d'un autre côté entre Washington et Kigali, pour obtenir le meilleur accord possible. Un des accords économiques qui servent donc les intérêts stratégiques des Américains, qui permettront à terme aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays. Donc une fois que ce sera finalisé en fait ces deux accords, une nouvelle réunion est prévue dans 3 semaines à Washington avec Marco Rubio et les ministres des Affaires étrangères des deux pays africains pour signer déjà un premier pas, vraiment la dernière étape avant un accord final signé là en grande pompe. Ça devrait être en juin ou juillet à Washington, mais cette fois avec le président américain Donald Trump, avec ses homologues de la RDC et du Rwanda, même avec d'autres chefs d'État africains. Là, ça sera vraiment une grande cérémonie, un accord final de paix dans l'espoir donc de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des décennies. Encore une fois, vous savez, pour l'administration Trump, ça sera très important de signer cet accord puisque pour le moment, cette administration a bien du mal à obtenir la paix dans d'autres endroits du monde et on pense notamment au conflit en Ukraine entre donc l'Ukraine et la Russie. Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et de la République démocratique du Congo. Et donc, nous devons voir cela de manière séquentielle. Et la première séquence
pour toute économie qui veut être prospère, c'est d'abord la paix. C'est d'abord l'autorité de l'État. Et c'est ce que cet accord établit et a pour objectif. Après, évidemment, on peut se pencher sur des questions d'investissement, sur des questions économiques qui ont tout à fait leur lieu d'être et qui ont tout à fait leur pertinence, étant donné qu'elles offrent aussi pour nos populations des opportunités d'emploi et des opportunités de participer de manière plus active à l'économie du pays. Excellence, l'opinion nationale congolaise et même internationale a beaucoup spéculé sur les retombées de cet accord. À quoi peut s'attendre véritablement la République démocratique du Congo à court et moyen terme? Alors, encore une fois, moi, je pense que nous venons à peine de signer cet accord il y a quelques heures. Donc, je pense que dans les prochains jours, nous allons aussi tous, surtout le grand public, aura l'occasion de lire l'entièreté de cet accord qui est aussi accessible de manière libre sur différents sites, à commencer par le site du département d'État. Et justement, la lecture va montrer à quel point cet accord pose les jalons importants pour un rétablissement de l'autorité de l'État, pour aussi un rétablissement d'une confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous savons évidemment que nous allons toujours être des voisins, donc cet accord est critique pour aussi voir comment entre voisins, nous pouvons graduellement améliorer nos relations. Nous pouvons prendre en compte les considérations ou les préoccupations sécuritaires des uns et des autres et nous pouvons justement créer des conditions propices à une cohabitation plus pacifique. Alors, en termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Et pour nous, c'est justement la question que nous avons toujours placée au centre de nos négociations. Comment créer à travers cet accord des conditions plus dignes pour nos populations qui ont été et qui continuent à vivre jusqu'à présent dans une situation d'occupation. Et donc pour nous, ce sont les retombées les plus importantes. Le départ de troupes étrangères qui n'avaient rien à chercher en République démocratique du Congo, le retour de l'accès humanitaire, la réouverture des aéroports et aussi évidemment le retour de l'autorité de l'État. Parlons des piliers de cet accord. Cet accord va se traduire en une paix concrète et tangible pour des millions de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut souligner que l'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord contraignant pour toutes les parties signataires et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous et des téléspectateurs ont eu l'occasion de suivre aussi la prise de parole du président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui lui-même a affirmé à 2 reprises que les États-Unis d'Amérique allaient tout faire pour s'assurer justement que cet accord soit respecté par toutes les parties prenantes. Donc, je pense en effet que nous sommes dans une dynamique extrêmement constructive avec un partenaire qui est aussi déterminé que la République démocratique du Congo de voir cet accord se matérialiser et ce de manière rapide, de manière tangible et de manière durable. Justement, lors de la conférence de presse aujourd'hui au bureau Oval avec le président Trump, j'ai une question sur le désengagement qui a été posée durant cette conférence et c'est par rapport à la position du Rwanda. Pendant la conférence de presse du président Trump, le ministre rwandais des Affaires étrangères a semblé affirmer que le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo est subordonné à la neutralisation des FDLR, on comprend les forces démocratiques de libération du Rwanda. Même si le président Trump a recadré la réponse du ministre rwandais, que dit l'accord à ce sujet? L'accord est très clair. Quand il s'agit de la question du désengagement,
des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a deux volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces deux volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des deux pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation, et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des deux pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale. L'incapacité de comprendre le texte, c'est dont je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui nous sont arrivés peut-être en 4e des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà les résultats. Na mokonzi ya Rwanda, na lobi na ye ndeko makambo oyo ya ko destabiliza mboka na ngai na lingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Toluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu, ba peuple na biso esepela. Asali akosi ngai na kondima nzoka nde mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye, yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut toyo kanaka to sala misala boye bake bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na boumbu. Mais biso bana ya Congo. Mes chers généraux, alors que nous venons de conclure les accords de Luanda avec notre voisin le Rwanda, il est temps pour nous de réfléchir à la meilleure façon de les mettre en œuvre sur le terrain. Cependant, je dois vous faire part de mes réserves quant à l'application intégrale de ces accords, surtout sur le point concernant les FDLR. En effet, nos partenariats historiques avec eux sont trop importants pour que nous les sacrifions au profit de ces nouveaux engagements. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable d'adopter une approche plus maligne et prudente dans l'exécution de ces accords. Plutôt que de les appliquer à la lettre, nous allons devoir les interpréter de manière sélective, en mettant l'accent sur certains aspects, tout en laissant de côté ceux qui risqueraient de fragiliser nos relations avec eux, nos alliés de longue date. De cette façon, nous pourrons donner l'illusion de coopérer, tout en préservant nos intérêts stratégiques. Mes chers généraux, je compte sur votre soutien et votre discrétion dans cette entreprise. Ensemble, nous manœuvrerons habilement la communauté internationale, quitte à accuser le Rwanda par la suite du non-respect des accords, en rejetant la faute sur eux comme d'habitude. C'est un exercice d'équilibriste délicat, mais je suis convaincu que notre expérience et notre clairvoyance nous permettront de traverser cette période avec succès.
Vive la République démocratique du Congo. Ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde, le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Info à la une. La RDC condamne les frappes iraniennes contre le Qatar et appelle à la retenue. Kinshasa plaide pour le respect de la souveraineté et un retour au dialogue. Et vous, que retenez-vous ?